Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment oser pour arriver à tout ce qu'on veut et à des choses illimitées. On a la chance aujourd'hui d'avoir David Laroche, qui est auteur, conférencier, qui a une chaîne YouTube qui totalise aujourd'hui 2 millions de vues. Et David a juste 24 ans. À 35 ans, il est président de la République, je vous le dis. Donc voilà, donc David nous fait le plaisir d'avoir accepté notre invitation, donc merci beaucoup. Merci à toi, je suis très touché par ton invitation. Écoute, je suis ravi et également très touché que tu l'aies accepté surtout. David donc est spécialisé dans la confiance en soi, donc c'est vraiment ton thème de base, Ouais, bien sûr. mais pas que. C'est ça. C'est-à-dire que voilà, je crois que tu cibles pas mal les jeunes aussi. Alors en fait, ma cible, elle est surtout les adultes, mais en parallèle de ça, ça me touche d'aller aider des jeunes, parce que j'aurais bien aimé avoir l'aide que je leur donne justement. On a créé une association qui s'appelle Les Déclics en parallèle de mon activité, Ouais. où là c'est plus pour les jeunes, mais principalement ma cible c'est plus les gens qui ont entre 35 ans et 60 ans sur comment passer à l'action, gagner confiance en soi, Bien sûr. en fait aller utiliser le potentiel qu'on a en nous. Et je crois d'ailleurs que tu es vraiment toi un ancien timide, mais vraiment timide de chez timide. Et comment ça s'est passé pour toi le déclic de te dire bon j'en ai marre de cette situation, c'est quoi, c'est un ras-le-bol, qu'est-ce qui s'est passé et à quel âge surtout? Alors le déclic pour moi il est pas très glamour parce que c'est la douleur. Deux douleurs en même temps. La première douleur c'était cette timidité, d'avoir des opportunités là-bas, de ne pas les saisir, d'avoir envie de m'exprimer à l'oral en classe et de ne pas le faire, d'avoir envie des fois juste dire non, je ne veux pas ça, ou oui, j'en veux, d'oser, être moi-même, tous ces trucs-là, c'était pas du tout le top. Et la deuxième douleur qui était en parallèle, c'était le corps est fascinant, parce que j'enchaînais à peu près entre 20 à 40 angines par an, c'était un bon score, j'étais performant. Ah ouais, pas mal. Et cette mélange de douleur entre ma timidité qui pour le coup me rendait malade à tous les niveaux, C'est dingue. faisait que je me sentais mal. Et il y a eu une petite série de déclics en même temps. La douleur c'est le premier. La deuxième c'est je rentre chez ma mère et je lui dis écoute depuis plusieurs semaines je lui dis j'en ai marre de vivre quoi, je veux mettre fin. Carrément. Je veux mettre fin à mes jours, je vois pas pourquoi je suis sur cette terre si c'est pour en chier comme ça. T'avais quel âge là? J'avais 15 ans et ma mère me dit un truc et du coup elle m'aide à être une forme de coach en particulier, on en parlera peut-être après. Elle me dit écoute David j'en ai marre que tu te plaignes, si ta vie elle te va pas, elle me regarde droit dans les yeux, si ta vie elle te va pas, tu la changes, mais je veux plus t'entendre. Et j'aime bien dire dans mes conférences que j'ai détesté ma mère pendant plusieurs mois après ça, mais elle m'a fait un beau cadeau qui est de dire, c'est ce qu'appelle Mandela, en ce moment je suis à fond sur Mandela, être capitaine de son âme, d'autres qui appellent ça être acteur de sa vie. Là, c'était le fait de prendre ma responsabilité, c'est-à-dire il y a des trucs que j'aime pas dans ma vie, c'est moi qui les ai créés. Les trucs que j'aime dans ma vie, c'est moi qui les crée. Et donc je vais arrêter de me plaindre comme quoi j'ai pas eu les bons parents, pas eu la bonne société, toutes les excuses qu'on se raconte. Et l'excuse que j'adore la plus, nationale, c'est cette histoire de crise. Et donc là c'était le déclic de dire je ne sais pas si je peux changer, je ne sais pas comment je peux changer, je n'ai aucune idée de combien de temps ça pourrait prendre de changer, mais ce que je sais, c'est que si je ne fais rien pour changer, dans 40 ans, tu seras pareil. Et c'était l'engagement de me dire, je vais juste faire des choses que je ne connais pas pour m'offrir la possibilité d'avoir une autre vie et on verra bien ce qui se passe. Donc tu as décidé à 15 ans en fait, de sortir de ta zone de confort et de te dire il faut, si je veux avoir d'autres résultats, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait en fait. Puisque si je fais ce que j'ai toujours fait, j'aurai toujours les mêmes résultats, donc je vais bouger, ce qui n'est pas le plus facile à faire. Non. Et donc quelle était ta première action? La toute première action dont je m'en souviens, et je m'en souviendrai je pense toute ma vie, c'était de lever la main une fois en cours. Et en fait, pourquoi j'en parle souvent de ce truc-là? Parce que je sais que j'ai la M6 par exemple qui m'a appelé récemment, j'ai des radios qui m'appellent. Je sais pourquoi les gens m'appellent. Ils m'appellent pour les résultats que j'ai aujourd'hui. Et c'est ok. Et j'en suis fier de ces résultats d'aujourd'hui. Ils sont cool, c'est bien, c'est super. Mais ce dont je suis encore plus fier, c'est cette toute petite action où personne n'aurait misé sur moi, où personne n'aurait osé dire bah tiens il va devenir conférencier. À tel point d'ailleurs que quand j'ai fait cette action, j'ai même parlé à un ami en lui disant bah c'est comme ça que je vais devenir confiant. Il me dit attends, mais tu crois que c'est en levant la main une fois encore que tu vas devenir confiant, mais tout le monde sait faire ça. C'est ça la méthode des petits pas dont tu parles beaucoup, c'est que justement ça a commencé par ce petit pas et quelque part en fait ce qui a amorcé ta réussite d'aujourd'hui c'est le fait d'avoir levé la main en cours finalement. Exactement. Et ce qui est intéressant c'est que je fais toujours des petits pas. En fait on croit que les petits pas ça va apporter des résultats dans longtemps parce qu'on pense que petit pas égale petit résultat. Mais en fait le pas il est petit que par rapport à soi. Mais vu qu'entre chaque pas, je deviens une nouvelle personne. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, moi, vous voyez, aux États-Unis, les gens ils trouvent ça énorme. Ils sont inspirés par le truc énorme. Mais c'est un petit pas. C'est un petit pas parce qu'il y en a eu 10 000 autres avant qui m'ont préparé à vivre ça. En fait, le pas, il est petit parce que c'est juste le degré d'inconfort qu'est le même. J'imagine que dans ta vie aujourd'hui, il y a des challenges
que tu as vécu il y a 4 ans, qui aujourd'hui c'est même plus un challenge, c'est juste une norme. Bien sûr. En tant qu'entrepreneur, il y a des trucs qui au début étaient extrêmement durs à gérer, ils sont dépassés et aujourd'hui ça fait juste partie du quotidien de l'entrepreneur. Et du coup c'est ce qui se passe, ça fait que si je coachais Bernard Tapie par exemple, parce que je raconte justement comment j'ai approché Bernard Tapie dans les conférences, c'est un moment qui est marrant, et ben ça a été un petit pas et les gens se disent waouh mais je pourrais pas faire ce que fait David. Ils réalisent pas que c'est juste... Ça a été le même petit pas que tu Ça as a fait été aussi, je finis d'ailleurs l'histoire comme ça, je dis que ça a été aussi inconfortable de lever la main une fois en cours que d'aller voir Bernard Tapie. Mais c'est juste 2 moments de vie différents. Ouais, et un résultat totalement différent aussi. Parce qu'en gros, David, là, il vous explique qu'il a levé la main et que ça a quelque part changé ta vie, que tu es sorti de ta zone de confort, tu t'es mis en danger et finalement ça t'a fait avancer. Mais à aujourd'hui, en fait, tu t'es lancé un super défi que vous pourrez suivre sur Internet, sur YouTube. D'ailleurs, si vous tapez David Laroche, vous allez voir, il y a, je vous disais, 2 millions de vues, donc c'est juste colossal. Et il y a un défi qui s'est lancé, c'était que j'aime bien, on en a un petit peu parlé juste avant, c'est le défi des 30 jours. Il est parti aux États-Unis avec sa compagne. Il a passé 30 jours là-bas avec un défi, c'était d'interviewer 30 personnes inspirantes pour lui. Mais quand je vous dis personnes inspirantes pour lui, c'est des personnes qui vont peut-être pas vous parler à vous dans l'immédiat, mais qui sont immensément connues. Est-ce que tu peux dire des noms là de personnes que les gens pourraient connaître? Ouais, la plus connue par tout le monde même, c'est John Gray, parce que c'est l'auteur de Mars et Vénus. Mars et Vénus. Donc ça c'est l'auteur original en fait. Et pendant ces 30 jours, tu t'étais fixé comme objectif de faire 30 interviews, c'est ça? C'est ça. Donc de gens inspirants et donc des gens vraiment difficilement accessibles, en tout cas de visu, et sans maîtriser l'anglais. Et tu as réussi à interviewer 52 personnes. C'est ça, 52 personnes. Voilà, et vous pourrez retrouver toutes les interviews sont dispo sur YouTube. On va publier 2-3 vidéos gratuitement comme ça par personne sur YouTube. Ouais. C'est se dire à quel point on peut arriver loin. Aujourd'hui, David fait des conférences dans la France entière, c'est à guichet fermé. Tu fais combien de personnes à peu près par conférence? Bah après ça va dépendre des villes et effectivement et des pays. Capacités de salle aussi. Ouais, des capacités de salle, mais ça on ajuste en fonction des villes. Mais on va dire que ça va entre 50 personnes à 300 personnes. Alors est-ce que justement tu peux donner justement ces fameuses clés en fait pour arriver à oser et arriver au résultat, même si on en a un petit peu parlé tout à l'heure, on en a certaines. Est-ce que tu peux parler de ces quelques clés? Bah il y a beaucoup de clés. Je vais donner des clés concrètes qu'on peut déjà appliquer maintenant. J'adore un truc que j'ai souvent en consultation individuelle, c'est j'arrive pas à faire des efforts, j'arrive pas à passer à l'action, j'arrive pas à me motiver. J'ai un problème de motivation. Mais en fait, il n'y a jamais un problème de motivation. Le problème vient souvent d'un truc, c'est que je ne connais pas mon pourquoi. Je sais bien savoir ce que je veux, c'est déjà bien. Mais généralement, toute personne qui allait sur un blog, il a vu les trucs, les objectifs. Avoir des objectifs, c'est bien, mais dès qu'on pose la question, mais pourquoi c'est important pour toi? Et voilà, on a toute une autre sphère qui est beaucoup plus émotionnelle. Dans mes conférences que j'aime bien faire, je dis tiens, qui a une action à faire cette semaine qui pourrait changer sa vie? Peut-être un tout petit peu. Alors tout le monde lève la main. Qui a déjà reporté le lendemain? Tout le monde lève la main. J'en prends un au pif, et je lui dis écoute, imaginons qu'au moment où tu as envie de reporter le lendemain, je mette un pistolet sur ta tempe et je te dis si tu fais pas l'action pour tes rêves, je te tue. Qu'est-ce que tu fais? Et à chaque fois la personne dit bah je la fais. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas une histoire de c'est possible, c'est pas possible. Si c'était pas possible, pistolet ou pas, elle peut pas. Oui, c'est sûr. Après je fais autre chose. Je lui dis tiens, et si je te donnais 1 million d'euros si tu faisais l'action pour tes rêves, est-ce que tu le fais? Elle me dit oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 2 leviers émotionnels chez l'être humain, plaisir, douleur. Dès qu'on a compris ça, il y a 2 façons de faire. Soit comme 95% de la population, c'est une statistique qui a été faite par Bonnie Ware, une infirmière australienne qui a réalisé qu'il y avait 95% des gens qui finissent leur vie en disant « je regrette de ne pas avoir fait ce que je voulais dans ma vie ». Intéressant, 95%. Et ben, les 95%, comment ils fonctionnent? Comment je fonctionnais d'ailleurs, c'est de faire carotte et bâton, oui, mais par l'extérieur. C'est-à-dire que j'attends que l'extérieur me mette des carottes sur mon chemin, qui vont me motiver, et me mettre des bâtons sur mon chemin, qui peuvent être des difficultés, qui peuvent être des punitions, qui peuvent être des menaces. Ça marche. Mais du coup, quand je me laisse guider par la vie, comme ça, sans rien décider, bah des fois, effectivement, c'est génial. Et effectivement, si je laisse suivre un bateau sans gouvernail, des fois, ça va être génial. Mais des fois, je vais me retrouver en pleine tempête, contre un iceberg, et je sais pas pourquoi, bah j'ai pas décidé. Dès que je commence à me dire, et si c'est moi qui décidais de la carotte, c'est là où je vais, et c'est moi qui décidais de me mettre moi-même mes coups de bâton. Et du coup, quand je parle de ça, on peut le faire soi-même avec 2 questions. La question c'est qu'est-ce qui est important pour moi? La deuxième question c'est quoi le prix à payer? Si j'ai du mal à passer à l'action, c'est que je suis plus focalisé sur la douleur liée à passer à l'action que le plaisir de passer à l'action. Et que le plaisir qu'on va avoir au résultat. Exactement. Bien sûr. Si par exemple on prend un commercial, il va avoir la personne qui devrait aborder ou qui devrait oser prospecter. Mais s'il ne le fait pas, c'est que c'est plus confortable de rester là que d'y aller. Bien sûr. Et jusque là c'est ok.
Ce qui va permettre de changer, c'est de défocaliser l'attention. C'est-à-dire, au lieu de la focaliser sur la douleur, la focaliser sur le plaisir. Donc la question c'est, tiens, comment tu vas te sentir, comme tu dis, une fois que tu l'auras abordé? Autre question avant, c'est, si tout était possible, est-ce que tu aurais envie de l'aborder? Ah oui, j'aurais envie de l'aborder. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères l'aborder ou ne pas l'aborder? Par exemple, ce soir, est-ce que tu préféreras l'avoir abordé ou ne pas l'avoir abordé? Et là, d'un coup, l'esprit va commencer à voir les choses différemment. Et je vais lui dire, est-ce que tu préfères vivre un échec et l'avoir abordé que de ne pas l'avoir abordé et regretter? Et ce qui est intéressant, c'est que je vais inclure le pire, c'est-à-dire l'échec. Bien sûr. Et ça qui est paradoxal, plus je vais aller accepter le pire, plus je vais pouvoir embrasser le meilleur. Exactement. Et au lieu de me dire, oui bien sûr, si je lui dis, est-ce que tu as envie de réussir? Là il va me dire oui, j'ai envie de réussir. Mais s'il passe pas à l'action, c'est qu'en fait justement, son problème c'est qu'il veut réussir. Et du coup, si je sortais de réussir l'entretien, mais que je revenais ici en disant, mon job c'est pas de réussir l'entretien, c'est de m'impliquer dans l'entretien. Et de faire le mieux que je peux maintenant. Du coup, la réussite elle est obligatoire, c'est moi qui la décide. Et déjà même ce que je me place comme objectif, c'est-à-dire que l'objectif c'est pas d'avoir un oui de la personne, parce que ça dépend pas de moi. Tu ne maîtrises pas. Je ne maîtrise pas. Par contre, m'impliquer, tout donner l'entretien, je le maîtrise. Et si je le maîtrise, le système nerveux va se dire, ok, je vais avoir du plaisir. Parce que des fois, on passe pas à l'action parce que l'objectif, c'est, je vais avoir une interview, je vais avoir la rencontre, ça dépend pas de moi, j'ai un nom. En gros, je prends mon estime de moi, et je prends ma confiance en moi et je fais tapis avec. Ouais, et là, Et ça veut dire que si ça marche pas, je valide au niveau neurologique, je ne peux pas atteindre mes objectifs. Et du coup, d'objectif en objectif, la personne perd confiance dans sa capacité à en fixer. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle ne s'en fixe plus. Et il y a plein de personnes qui me disent « je suis flou dans ce que je veux dans la vie ». Et généralement, quand on creuse un peu, avant elles étaient plus nettes, mais elles n'ont pas atteint ce qu'elles voulaient. Et du coup, le système pour se protéger a dit flou égale plus de plaisir que net. Parce qu'en fait, pour moi, l'objectif n'a pas pour objectif d'être atteint, il a pour objectif de me donner une direction. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Donc ce qui est important pour moi, c'est que je vais m'honorer. Et l'autre question, c'est quoi le prix à payer? Ça c'est très intéressant. Comment je vais me sentir ce soir si j'ai pas fait cette action? Parce qu'on le sait au fond de nous. On a tous vu une opportunité, on l'a pas saisie, on l'a regretté. Et plus on a loupé quelque chose d'énorme, plus on met longtemps à s'en remettre. C'est fascinant. C'est incroyable. Ouais, donc vu qu'on le sait, eh ben on connaît la douleur émotionnelle. Et je vais pouvoir utiliser la partie limbique de mon cerveau qui fait aucune différence entre passé, présent, futur, réel ou imaginaire en me disant comment tu vas te sentir dans un an si à chaque fois que tu as vu une opportunité, tu l'as pas saisie. Et je peux aller encore plus loin. Si par exemple j'ai des enfants, comment je vais me sentir vis-à-vis de mes enfants si moi, dans mon job, je suis pas capable de passer à l'action alors que le soir je demande à mes enfants de se motiver à faire leurs cours? Ben, je peux raconter ce que je veux à mes enfants, je peux leur dire motive-toi, je crois en toi. La réalité c'est que je suis en train de dire fais ce que je dis mais pas ce que j'ai fait. Et j'ai même pas besoin d'avoir des enfants d'ailleurs pour que ça marche. J'aime bien dire dans mes conférences que les enfants ont changé ma vie, mes enfants ont changé ma vie alors que j'ai pas d'enfants. Les gens me disent j'ai pas besoin d'avoir d'enfants. J'imagine deux situations. J'imagine une situation où j'ai mon enfant qui me dit comment je peux réaliser mes rêves et que là j'ai une boule au ventre parce que je lui raconte l'inverse de ce que j'ai fait, donc fais ce que je dis et pas ce que j'ai fait. Et l'autre situation où j'ai eu des échecs, où j'ai eu peut-être des regrets, mais globalement, je me suis vraiment honoré, je me suis impliqué et je lui ai dit écoute, tu peux faire mieux que papa, mais je suis fier de moi. Et ce moment-là, il n'arrivera pas le jour où il a 8 ans, mon petit bout de chou, il arrive maintenant. Donc ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être par rapport à ma santé, ça peut être par rapport à ma vitalité, ça peut être même par rapport à mes parents, ça peut être par rapport au monde, ça peut être par rapport à la société, ça peut être par rapport à mon club de sport, ça peut être juste par rapport à moi. La clé en fait, si je résume très simplement, c'est d'avoir un pourquoi pour moi et pour les autres, à court et à long terme, relié avec chacune de mes catégories de vie, un prix à payer pour moi, un prix à payer pour les autres, un prix à payer pour chacune de mes catégories de vie et un prix à payer à court et à long terme. Et quand je réalise que si je fais rien maintenant, bah dans 60 ans, je ferai partie des 95% qui déglutissent en se disant merde, j'ai passé à côté de ma vie. Rien que d'imaginer ça, ça me fait tellement souffrir que mon système nerveux il voit douleur extrême à ne pas passer à l'action, plaisir extrême à passer à l'action. Du coup, tu inverses la tendance. C'est inversé complètement. Et ça, au début, ça va déjà aider, mais plus on va le faire, plus le système nerveux prend du plaisir. Parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte que échec égale plaisir. Donc ça devient même une drogue, et c'est ce qui va faire que les meilleurs vendeurs adorent les échecs. Parce qu'en fait, les meilleurs vendeurs, ils ont essuyé tellement d'échecs, mais au final, ils ont plus de réussite que les autres. Donc au bout d'un moment, le système nerveux, il est éduqué à ça. C'est comme l'entrepreneur, les premiers échecs, c'est pas évident. Mais dès que c'est devenu, ça fait partie du jeu, bah à la limite, tu provoques un échec, parce qu'il sait que plus il provoque d'échecs, c'est mathématique. Plus tu gagnes. Plus il aura de réussite. Donc au bout d'un moment, c'est juste intégré. Surtout, en fait, ce qui est important de comprendre dans ce que tu dis, c'est que
souvent les gens opposent l'échec à la réussite et se disent, voilà, la C'est réussite, des- l'opposé de la réussite, c'est l'échec. Mais c'est pas, l'échec fait partie de la réussite. C'est pas l'échec l'opposé. L'opposé, ça va être l'abandon peut-être, Ouais, ou d'abord. l'inaction. Ouais, d'ailleurs, c'est super intéressant ce que tu dis. Tu parlais des États-Unis. Je leur ai posé une question un peu différente de d'habitude. Je leur ai demandé How to become a loser. Donc, j'ai 60 personnes qui sont considérées comme les plus inspirantes sur le succès. Je leur demande comment foirer ta vie. Et un des trucs qui revient à peut-être allez, 50 sur les 60 interviews, enfin, on en a 100 parce qu'on est revenu, on a fait 2 voyages, Bien sûr. c'est quit, abandonne. C'est-à-dire, en gros, le secret pour ne pas réussir, c'est C'est abandonner. abandonné, ouais, bien sûr. Olivier Lequer, il dit une phrase que j'adore, il dit le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Je trouve qu'elle résume bien l'idée. C'est magnifique. Effectivement. Est-ce que tu aurais une autre astuce, David, à nous donner? J'en ai plein, déjà celle-ci elle est importante. La deuxième. Pour oser, c'était ça en fait l'idée, le Ouais, postulat de oser. cette vidéo, c'était oser, parce que toi t'as fait un sacré défi en fait en partant aux États-Unis, en risquant même pour ta société, parce que quand même t'as investi beaucoup d'argent quand même dedans, t'as osé, t'as fait, et puis t'es revenu finalement avec un résultat qui est même au-delà de tes espérances, puisque voilà, et c'est aussi parce que tu as imaginé le pire, si Exactement. ça fonctionnait absolument pas. Du coup, je vais revenir sur trois autres choses. Dis-moi. On l'a déjà un peu dit, mais tu viens de dire. La première chose, c'est accepter le pire. Accepter le pire, c'est se rendre compte qu'en fait, que le pire génère des avantages. Donc, le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que mon voyage m'a coûté 20 000 euros et que j'ai aucune rencontre. Et une fois que je réalise le pire, en fait, je réalise que même le pire est inimaginable. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je vois pas comment je peux pas faire au moins ne serait-ce qu'une rencontre sur mes 30 jours. C'est pas possible. Bien sûr. Je vais au moins rencontrer des gens. Statistiquement, Et même si je vivais le pire, ce serait peut-être un super apprentissage. Peut-être que ça va m'amener à faire des choses. Et honnêtement, même si je prends le pire, 20 000 euros sur une vie, c'est- par rapport à l'expérience. par rapport à l'expérience, et ne serait-ce que par rapport au fait d'éviter au moins de finir ma vie en me disant et si t'étais parti? C'est affreux. Le coût là, je pense qu'il est même pas de 20 000 euros, il est juste de ma vie en fait. Donc je préfère largement avoir mis 20 000 euros et les perdre que finir ma vie en me disant mais. Parce que le pire c'est quoi en fait? Le vrai pire, c'est que dans 20 ans, je rencontre un entrepreneur qui m'inspire et je lui dis mais comment t'as réussi? Et qui me dise 20 ans plus tôt, je suis parti aux États-Unis. Ce serait C'est ça le énorme. pire en Ouais, fait. ouais, Et tout à fait. je l'ai imaginé d'ailleurs. Il pourrait réaliser que c'est pas possible que je rencontre un entrepreneur qui me dit ça dans 20 ans. Et que moi je me dis, j'avais la même idée, comme tous les gens disent, ouais j'avais la même idée, Ouais. et si j'avais fait ça, ouais, mais tu l'as pas fait. On est plein à avoir des idées géniales. Entre l'idée et l'application, c'est un monde. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, en revenant sur cette idée de direction qui est importante, si j'ai plus pour objectif d'atteindre l'objectif, quand je vais aborder par exemple le prospect dans le cadre de ton, De métier. voilà, de ton blog et tout ça, je n'aborde pas le prospect ou le client pour avoir un oui. J'aborde le client pour devenir la personne qui aura des oui. Et pour moi, c'est juste complètement un changement de paradigme. C'est-à-dire que je ne suis même plus en train de chercher d'avoir une réussite. Je suis en train de chercher de devenir la personne qui en fait sera juste inarrêtable. Et là, les gens, avant mon voyage, je ne comprenaient pas pourquoi je disais que je m'en foutais d'avoir des noms. Parce qu'en fait, je sais très bien que c'est justement, même en enchaînant même des interviews pourries, par exemple mon interview avec Seth Godin, qui est quand même super connu, et j'ai pas été super content de mon interview. C'est un super marketeur, cette Godin, c'est ça? Voilà, il accompagne Yahoo, c'est C'est juste un gars énorme. Hein. c'était astronomique d'interviewer, j'étais pas fier de moi, mon anglais était pourri, j'arrivais pas à comprendre ses blagues, je rigolais même pas de ses blagues, je comprenais même pas que c'était une blague. Et qu'est-ce qui me permet de continuer? Parce que c'était douloureux, quand je nie pas la douleur que j'ai eue. C'était de me dire, c'est un fantasme d'imaginer avoir une nouvelle vie sans devenir une nouvelle personne. Et c'est un fantasme d'imaginer devenir une nouvelle personne si je fais pas des nouvelles choses. Donc l'interview de Seth Godin, elle ne me sert pas à me crédibiliser. Elle sert à faire en sorte que je devienne un intervieweur qui, le jour où j'ai d'autres personnes, comme j'ai Oprah, j'ai fait tellement d'interviews dans des contextes tellement plus difficiles. Tu as interviewé Oprah. Non, mais Ouais, d'accord. ça sera fait. Et que le jour où ça arrive, bah, je sois prêt. Et que du coup Oprah devienne un petit pas en fait. J'aurais pas pu, quand je vois, par exemple, juste avant de rencontrer Robbins, comment j'étais sous pression, alors que pourtant j'avais fait 52 interviews avant. Ça veut juste dire un truc, c'est que c'est normal que je me le suis pas attiré avant. C'est vrai que mon système nerveux n'était pas prêt. Bien sûr. La plupart des gens ils disent j'arrive pas à voir ça, c'est dégueulasse, mais la réalité c'est que si on n'a pas les résultats qu'on veut, c'est qu'on n'est pas prêt à les avoir. Bien sûr. Si on m'avait demandé il y a 2 ans est-ce que tu veux rencontrer Robbins et que j'avais été capable de regarder en moi comme je le regarde aujourd'hui, la réalité c'est qu'au fond de moi, j'aurais pas voulu. Parce que rencontrer Robbins il y a 2 ans serait impliquer plus de problèmes, plus de stress et plus de peur que j'étais pas capable à gérer. Si aujourd'hui Robbins il me disait est-ce que tu as envie de remplacer Joseph McClendon? Bien sûr j'aurais envie intellectuellement, mais corporellement,
ce serait un suicide. De devoir animer en anglais aujourd'hui, faire une tournée mondiale avec devant 12 000 personnes, je vivrais un degré d'inconfort que je ne suis pas prêt à vivre. Ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas le vivre dans un an. Ça veut juste dire que dans le présent, je ne suis pas prêt à le vivre. La bonne nouvelle, c'est que la vie ne me donnera pas ce que je suis pas prêt à vivre. Et que si ça arrivait, je préférerais dire à Robbins, écoute, laisse-moi 3 mois. Et là, je vais me challenger pendant 3 mois pour devenir la personne en capacité de saisir l'opportunité. Donc ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est de se dire, je ne suis pas prêt à vivre ce truc-là. Comment la peur peut devenir un ingrédient de mon succès, une boussole en gros. Et ça pour moi, ça a été magique le jour où j'ai commencé à changer ça. C'est de me dire, au lieu de j'ai peur là-bas, je fuis là-bas, me dire j'ai peur là-bas, je vais pas sauter dans la peur comme on entend des fois et qui pour moi n'est pas juste pour une personne qui n'a pas confiance en elle. Ça va marcher pour un Bernard Tapie, de lui dire ok, jette-toi dans le truc. Mais encore que si on prend le challenge énorme pour la personne, se jeter dedans, des fois c'est pas la solution. Une personne qui a envie d'apprendre à nager, qui a peur de l'eau, c'est pas en jetant dans la piscine qu'on va l'aider. On va l'aider en la laissant approcher de l'eau, mettre les pieds dans l'eau. Et si ça se trouve, en même pas 2 journées, elle sera dans l'eau. Par contre, si on lui dit, à la fin, dans 2 jours, tu vas te jeter dans l'eau, c'est possible qu'elle s'approche jamais de la piscine. Inimaginable, trop peur. Voilà, trop peur. La vision sera trop à phrase. Trop énorme. Je vais prendre un exemple concret. J'étais aux États-Unis et j'envoyais des mails. Et vu que je me remets en question, c'est une question que j'aime beaucoup me poser, est-ce que je fais ça parce que c'est la meilleure chose à faire ou parce que c'est confortable? Et je réalise que j'envoie des mails parce que c'est confortable. Donc du coup, question d'après, qu'est-ce que tu peux faire que tu ne connais pas pour réaliser cette vision? Ah tiens, est-ce que tu pourrais appeler? Et au moment où j'appelle, je sens tout de suite mon corps qui d'un coup se referme, ce qui est très intéressant. Ça veut dire quoi? Que j'ai peur. Au lieu de me dire, ah merde, t'as peur, il y a un problème, qu'on font la plupart des gens stressent pas, faut pas que j'ai peur, je me dis, ah tiens, si j'ai peur, peut-être qu'il y a une information intéressante. De quoi j'ai peur? J'ai peur de prendre mon téléphone et d'être nul en anglais face à une personne qui m'inspire. Ah, c'est intéressant. Il y a plusieurs peurs là-dedans. Il y a la peur liée au fait qu'il soit connu, mais il y a la peur de juste prendre du jugement, mais il y a juste la peur même de composer le numéro et d'appeler. Ce qui est une peur qui n'a rien à voir avec le mental là, qui est juste d'appeler en anglais. Petit pas évident sur le moment, vu que je me suis habitué à faire ça, j'ai tapé sur l'oracle, comme dit Philippe Gabillet qui est un ami, sur Google. J'ai tapé compagnie New York, j'ai vu 20 entreprises américaines où je m'en foutais complètement. Et je les ai appelées. Pourquoi je les appelle? Pas pour les entreprises. Parce que pour m'entraîner. Et après 20 appels qui m'ont duré peut-être 30 minutes, il y en a plein qui n'ont pas répondu. Et ben en fait j'avais validé, et tu peux appeler. Et en temps normal, si c'était il y a 9 ans, j'aurais passé mon voyage à me dire il faut que tu appelles un leader à l'anglais, il faut que tu appelles un leader à l'anglais. Et en fait j'aurais eu tellement de peur que j'aurais fini le voyage, revenu en France et j'aurais appelé personne. Là 2 heures après j'appelais parce que j'avais mis en place un petit pas pour aller valider au niveau de mon système nerveux, je peux le faire. Et quand on enchaîne les je peux, ça se transforme en je sais que je vais y arriver. Et ce truc-là, il est fascinant. Les gens me demandent, mais comment ça se fait que Anthony Robbins t'a invité à son événement à Chicago? Et j'avoue que quand j'ai reçu le mail, j'ai vu Anthony Robbins avec son email privé, c'était juste hallucinant. Je crois que ma copine elle m'a jamais vu comme ça. C'était un mélange d'excitation, pleurs, de trucs, c'était assez bizarre. Et les gens me disent, il y en a qui seraient prêts à mettre des milliers d'euros pour avoir le mail que j'ai écrit à Anthony Robbins. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a le mail, c'est une chose, mais il y a tout le cercle d'influence qu'il y a derrière aussi. Il y a surtout, qu'est-ce que j'ai fait avant, qui je suis devenu avant pour rencontrer Robbins. Et ce qui est marrant, c'est que 2 mois avant de partir dans le voyage, j'avais un séminaire avec les gens que j'accompagne tous les mois, et ils me demandent, tiens, comment ça se passe ta préparation de voyage? Et je leur dis, je sens un 8 sur 10 de certitude que je veux rencontrer Anthony Robbins. Et là, ils me disent, mais tu vas faire comment? Je dis, j'ai aucune idée. Et ce truc-là, pour l'ancien ingénieur que j'étais, c'est juste incompréhensible. C'est juste incompréhensible. Pour les plus cartésiens qui m'écoutent, ils vont dire ouais c'est bidon. Néanmoins, j'ai la photo avec et je l'ai rencontré. Donc 1 fois, 2 fois la chance, bon, 3 fois au début mes amis me disaient t'as de la chance. Mais après quand ça fait juste habituel qu'il se passe des trucs énormes. Pourquoi? Parce que j'avais une telle détermination. C'était juste indispensable que je rencontre Robbins, qu'il se passait des trucs. Et que j'aurais pas écrit ce mail de la même façon si justement intérieurement j'avais pas un truc du type je sais que je vais le rencontrer. C'est-à-dire que les phrases, les mots employés, on voit bien dans une phrase si la personne est en train d'hésiter du type est-ce que je peux te déranger avec un ou si c'est déterminé. Si c'est déterminé, avec dans chaque mot je suis une opportunité pour toi. Même dans un mail ça se ressent, au téléphone ça se ressent et en physique encore plus. Exactement. Effectivement. Donc voilà, cette idée de faire des petits pas qui sont ok pour moi, quitte à 2 heures après changer. Et donc il y a plein d'exemples. Par exemple, je faisais des entretiens d'embauche quand j'étais étudiant
où je m'en foutais. J'avais tous mes potes qui me disaient mais pourquoi tu fais des entretiens d'embauche où tu t'en fous? Par contre, quand j'avais le job qui me faisait rêver, ils me disaient mais comment ça se fait que tu as tous les stages que tu veux, les jobs que tu veux, les notes que tu veux à l'oral? Mais je disais mais va faire des entretiens où tu t'en fous? Parce qu'en fait les gens, j'adore cette image-là que j'emploie souvent, ils ont le fantasme de pouvoir battre Mike Tyson sans jamais monter sur un ring. Ils montent sur un ring, ils s'en prennent une, mâchoire décalée, et ils se disent j'arriverai pas à réaliser mon rêve. La réalité c'est qu'on peut tous, entre guillemets, arriver à battre Mike Tyson, mais il faut s'entraîner avec des gens de son niveau, et s'entraîner, et s'entraîner, et progresser. Exactement. Ouais. Génial, merci beaucoup vraiment David pour tous ces excellents conseils. Vraiment, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais quel est ton site de référence? Voilà le site en ce moment là où il y a beaucoup de personnes qui vont voir, c'est le site c'est davidlaroche.fr. D'accord. Et j'invite les gens à aller en haut sur la série Wake Up Calls parce que là je suis en plein défi de 100 vidéos gratuites. Ouais. Donc c'est une vidéo gratuite par jour de 4 minutes avec des clés puissantes pour passer à l'action. Chaque semaine je change de thématique. Donc allez voir ça, suivez ça. Là, c'est vraiment super marrant. Il y a une communauté qui est en train de se créer, c'est assez énorme. Et alors, je profite également pour parler des conférences que tu donnes sur toute la France. Je vous invite vraiment à aller le voir parce que ces conférences sont juste alors, magiques. Canada, Belgique et Suisse aussi. Oui, francophonie, excusez-moi, donc francophonie plutôt que France tout court. Je vous invite vraiment à aller le voir parce que franchement ça coûte rien par rapport à ce qu'on vit. Et puis si ça peut vous faire bouger, et ça va vous faire bouger, moi j'en suis convaincu, si ça peut vous faire bouger ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça vaut le coup. Vraiment, et enfin voilà, c'est vraiment de la super conférence, c'est vraiment de très grande qualité. Il y a très peu de speakers en France qui ont une qualité, vraiment j'ai fait pas mal de séminaires aux États-Unis voilà, pour moi les meilleurs en fait sont anglophones, voilà, et je dis vraiment que David en fait a un séminaire qui est juste extraordinaire et vraiment faut aller le voir parce que s'il y a un speaker français à aller voir, il y a Philippe Gabillier, il y a Paul Pironnet, il y a évidemment tous ces gens qui sont extraordinaires que tu connais très bien aussi, mais vraiment aller le voir parce que c'est pas parce qu'il a 24 ans qu'il faut se dire voilà il va pas m'apprendre la vie, réellement il a vraiment de l'or dans son discours. Merci à toi. Merci beaucoup David d'être venu.